Il fait froid, très froid. Température extérieure, moins 45 degrés. Et totalement imprévu en cette période de l'année, les vents catabatiques hurlent de manière cataclysmique, ces vents violents qui proviennent de l'île Annecy et au plateau et qui dévalent jusqu'au bord de la mer. Ressenti extérieur, moins 55 degrés. Je suis tétanisé par le froid, en dépit de l'équipement multicouche qui me protège de la tête aux pieds. Et je ne sais pas quoi faire. J'y vais ou j'y vais pas. Et en plus, totalement imprévu en cette période de l'année, je suis sur la ligne de l'Ice Marathon Antarctica. En jeu, 142 km à parcourir par moins 50 degrés en moyenne. À côté de moi, 4 coureurs professionnels aguerris, c'est leur métier, je ne suis qu'un amateur éclairé. La veille, en guise d'apéritif, nous avons parcouru un marathon, histoire de tester le matériel, histoire de savoir si, physiologiquement parlant, nous sommes en mesure de pouvoir franchir cette ligne de l'infranchissable. Et il a fait beau, un soleil radieux, c'est le paradis blanc, même à moins 45 degrés. La neige et la glace te portent et te transportent dans l'incandescence du vivre. Les montagnes qui culminent à plus de 5000 mètres d'altitude, là-bas, vous portent et vous transportent dans la solitude du ciel et le désert polaire par la poésie des mirages. Et surtout, l'enjeu, en moins de 6 heures après le marathon, nous avons basculé du paradis blanc vers l'enfer blanc. En ce 22 novembre 2013, 13h30, il fait nuit. Je ne vois rien. Visibilité réduite à moins de 50 cm. Il neige de manière chaotique et permanente. Impossibilité de voir quoi que ce soit. C'est le fameux white-out, comme disent les anglo-saxons. Nord, sud, est, ouest, tout se confond. Vertige du gris permanent, impression d'être dans l'espace sidéral. Bref, c'est la perte des repères généralisée. Je suis totalement effrayé. Et que faire ? En ce 22 novembre 2013, 2 ans de préparation, 2 ans d'engagement, 2 ans d'accompagnement permanent, 2 ans de sacrifice. Je franchis cette ligne ou je la franchis pas? J'y vais ou j'y vais pas? Je tente l'aventure ou je tente pas l'aventure? Car notre destinée d'ultramarathonien se joue sur un geste, une intuition lucide qui suscite le tressaillement du destin, celui de la vie où tout peut basculer. Que faire? Qu'est-ce que je suis venu faire dans cette galère polaire? Car si on m'avait dit, il y a une quinzaine d'années, que l'achat d'une simple paire de baskets allait m'amener aussi loin au bout du monde connu, l'Antarctique, et aussi loin au bout de moi-même dans mes profondeurs intérieures et dans mes démons intérieurs, jamais je ne l'aurais cru. Car au départ, en fait, je suis qu'un amateur de ballon rond, fruit de la passion footballistique de mon père qui m'a inscrit à l'âge de 5 ans. Et j'ai joué longtemps, très longtemps, partout, dans tous les terrains, dans tout l'hexagone. Et pourquoi j'ai joué aussi longtemps au ballon rond? J'ai eu la chance de rencontrer un éducateur de quartier extraordinaire, qui nous disait que la vérité du sport est dans la passe, l'intermédiation, la relation. La vérité du foot est dans la forme du ballon. Le ballon de foot est rond parce qu'il englobe toutes les différences, y compris les différences ethniques. Il ne les annule pas, il les transcende pour qu'elles rebondissent ensemble. Donc j'ai joué très longtemps, jusqu'à mes 28 ans. Le jour où à Lyon, un de mes coachs me dit « Malek, t'es vieux, place aux jeunes ». Choc des mots. Abîme émotionnel, vieux à 28 ans, qu'on laisse la place aux jeunes, normal, fluidité de l'intergénérationnel, mais vieux à 28 ans, alors que je me sens en pleine possession de mes moyens physiques, en pleine intelligence tactique et technique sur un terrain. Bref, dans la vie, il faut savoir basculer et savoir transformer le négatif de l'instant en positif situationnel. Et la seule solution que j'ai trouvée pour pouvoir concilier mes temps sociaux entre activité professionnelle, cérébrale, activité, engagement associatif et activité physique, parce que je ne concevais pas la vie sans un minimum d'activité physique, l'achat d'une simple paire de baskets. Et les rues de n'importe quelle ville t'appartiennent. Mais je dois l'avouer, au départ, c'est dur, très dur. C'est ingrat de courir. Aucun plaisir. Basculer du ludique collectif à la pratique isolée de l'asphalte, aucun plaisir. Et je trouve 15 000 excuses pour pas aller courir. Il fait chaud, c'est pas le moment, je suis fatigué, trop de travail, pas envie. Bref, insidieusement, de manière progressive, je ne cours plus, je pratique plus de sport, j'arrête tout. Alors je franchis une première étape, une nouvelle ligne, modeste, très simple et ô combien symbolique. Je m'inscris sur un 10 km. Pourquoi un 10 km? Parce que c'est un objectif atteignable et réaliste, et surtout c'est la distance que je parcours et que je parcourais en tant que milieu défensif. Donc faisable. Et progressivement, de jour en jour, de semaine en semaine,
De mois en mois, d'année en année, je progresse, je me laisse griser par la performance de l'impossible. Je casse en moins de 2 ans la barre mythique des 35 minutes sur 10 km pour tutoyer celle des 33 minutes. Grisant, fascinant, 18 km/h. Génial, mais frustrant. Car j'oublie pas que la réalité du sport et comment je conçois la pratique sportive, c'est la rencontre avec l'autre. Et là, j'ai plus le temps, c'est un sprint rapide sur 10 km. Or, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Un jour en Alsace, sur la ligne d'arrivée à Haguenau, je rencontre un cheveu gris sur 10 km, un ancien, 62 ans, toujours aussi performant, en moins de 35 minutes, effrayant, coureur colombien. Et il me dit, Malek, si tu veux prendre le temps de la rencontre avec les sites, avec les gens, augmente la distance. Va sur marathon. Waouh! Le mot magique est lancé. Marathon. Le marathon qui représente pour n'importe quel néophyte ou pour n'importe quel coureur le stade ultime du dépassement, l'affranchissement de toutes les règles, l'alpha et l'oméga du dépassement de soi. Là où il y a une volonté, il y a un chemin. Eh bien, j'y vais. Avec mon équipement de footeux artisanal, avec ma préparation intuitive, je décide de faire mon premier marathon en 99. 3h33 d'effort pour le premier, à l'arrache. Fierté incommensurable, et de jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois, d'année en année, je progresse, je me laisse porter par le défi de l'impossible, et en moins de 5 ans, je casse la barre mythique des 3 heures, je tutoie la barre des 2h45, toujours à une moyenne de plus de 17 km/h, mais ça va vite, trop vite. J'ai plus le temps de rencontrer les gens. Or, des plus beaux paysages restent les visages. Un jour, sur la ligne d'arrivée, Amsterdam, encore une fois, il n'y a pas de hasard, il y a que des rendez-vous, rencontre avec un coureur néo-zélandais, et qui me dit, et qui m'a sondé, et qui m'a compris ce que je recherche. Et il me dit, Malek, si tu veux prendre le temps de rencontrer réellement la vie, de découvrir le plus beau pays qui soit, au relief inchangé, au climat insoupçonné, tes profondeurs intérieures, augmente la distance. Alors là, je le regarde, augmenter la distance après marathon. Pour moi, il y avait le marathon et un d'autre d'ici. Car celui qui vit plus sereinement de l'intérieur vit plus facilement de l'extérieur. Augmente la distance, va sur l'ultramarathon. Choc des mots. Jamais entendu parler de l'ultramarathon. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme la curiosité et la soif de l'intelligence, je décide d'explorer le nocturne du non-dit de ce mot ultramarathon. Et l'ultramarathon va me connecter avec un vieux rêve que j'avais perdu dans les limbes de ma mémoire. Car quand j'étais petit, quand j'avais 5 ans, quand j'avais 10 ans, j'ai toujours été fasciné par les maisons aux parois de néant. Vous savez, c'est un exil pour le corps, mais une véritable patrie pour l'esprit, les déserts. Et l'ultramarathon va me permettre de me reconnecter avec les déserts, d'aller faire des chevauchées fantastiques, d'aller traverser ces zones hostiles pour pouvoir tutoyer et sentir l'insondable de la symphonie essentielle de la beauté naturelle. Ces maisons aux parois de néant. Donc je décide de franchir une nouvelle étape, un nouvel espace, insondable, l'ultramarathon des extrêmes. Cette capacité à courir en totale autonomie, en semi-autonomie sur des distances de plus de 300 km jusqu'à 2000 km. Mais il est clair qu'une préparation artisanale, préparation intuitive, je dois franchir une nouvelle étape et basculer dans une préparation méthodique, scientifique. Car dans les déserts, c'est la vie qui est en jeu. Pas de place au hasard, il faut tout préparer. La préparation est la tutrice de l'excellence, c'est la clé de la réussite. La préparation est une alliance, c'est une osmose, une alchimie entre exigence de tous les instants, discipline et confiance inébranlable à chaque instant. Car une fois bien préparé, on peut improviser face à l'insondable des imprévus. Donc, je franchis cette nouvelle étape d'être un ultramarathonien des extrêmes. Et d'une approche solitaire dans la pratique de la course à pied, je vais basculer dans une approche également solidaire. Important. En fait, qu'est-ce qui a motivé ma décision de franchir cette ligne de l'insondable? Comment j'ai décidé de basculer du marathon à l'ultramarathon? Normalement, depuis la nuit des temps, depuis que je suis né, plutôt la nuit des temps, mais nous sommes riches des passés, des histoires accumulées depuis la nuit des temps, mon inspiration trouve sa source dans 2 adages mantras que je cultive, que je garde enfuis dans le coquillage de mon cœur et qui servent de sentinelle, qui me permettent de voir l'impossible là où les autres voient l'impossible. Et l'impossible s'écrit toujours en 2 mots, non pas en un seul mot, UN espace possible. Premier adage mantra, papa de feu, qui m'a toujours accompagné, qui a été un véritable enchanteur, qui a toujours cru en moi, dans mes doutes, dans mes interrogations. Quand je me posais la question, j'y vais ou j'y vais pas, je franchis ou je franchis pas, j'agis ou j'agis pas, papa me disait toujours,
tu sais mon fils, j'ai pas grand-chose à te donner, j'ai pas grand-chose à te conseiller, mais si tu as la tête adaptable, l'esprit droit, le cœur généreux, l'âme passionnée, tu as tout pour réussir. Il suffit juste d'un peu d'obstination, de persévérance. Et j'ai compris que la persévérance liée à la lucidité permet de transformer l'impossible en possible, le possible en probable et le probable en réalisé. Deuxième adage mantra que je cultive depuis mes études de philosophie orientale en sagesse taoïste. Exige beaucoup de toi-même, attends peu des autres, et bien des ennuis te seront épargnés. L'effort, l'abnégation, compter sur soi, tout le temps. Mais pour être ultramarathonien des extrêmes et dans les déserts chauds ou froids, seul je peux peu. Je dois franchir une étape énorme, aller demander de l'aide. Et j'ai peur. La peur du refus, la peur du non, la peur du que va-t-on dire, la peur de ma non-crédibilité. Parce que j'ai que des apouris, j'ai que des énigmes, je ne maîtrise pas l'impact de la longue distance sur le corps, la stratégie à mettre en place dans les déserts, quelle technique diététique alimentaire pour pouvoir partir là-bas. Bref, j'ai besoin d'aide, d'experts, de gens qui maîtrisent. Donc je dois partir à la découverte archéologique de ces gens qui maîtrisent. Vous savez, nous enseigne un adage japonais, demander ne coûte qu'un instant d'embarras. Ne pas demander, c'est être embarrassé toute sa vie. Et entre le courage et la peur, il y a un rendez-vous secret. Donc je prends mon courage à deux mains et j'y vais, je demande de l'aide. Non seulement je demande de l'aide archéologique, cette rencontre des experts, mais en plus je vais beaucoup plus loin. J'ose demander de l'aide financière, des sponsors, chose inimaginable. Parce que partir au bout du monde nécessite un coût et une logistique certaine. Bien des portes se sont fermées, c'est évident. Et vous savez, face à une porte, vous avez toujours deux attitudes. Soit la prendre pour la poignée de la peur, et c'est la paralysie. Soit prendre la porte pour la poignée de la confiance, et c'est l'ouverture. Et depuis, j'en ai pratiqué des déserts, j'en ai traversé des déserts. Partout dans le monde, en Afrique, en Inde, en Asie. Toujours face à l'insondable des imprévus. Autrement dit, ce que j'ai appris en traversant les déserts, l'enjeu, ce ne sont plus les lignes. Peu importe les lignes, d'arrivée au départ. L'enjeu, c'est plus s'affranchir des règles de l'entendement humain. Ce qui compte, c'est l'instant présent, c'est le voyage. Vivre l'instant, vivre la traversée. Autrement dit, qu'est-ce qui anime mon élan vital? Qu'est-ce qui nourrit mon agir et mon être d'ultramarathonien? Le courage de la décision lucide et la joie de l'action. Le courage est source de volonté. Elle ouvre l'énergie comme appétit de vivre, déclenche la persévérance, nous pousse à donner le meilleur de nous-mêmes. La joie, c'est le fruit de l'enthousiasme. L'enthousiasme, le plus beau mot de la langue française, nous dit Hugo. NTO, le souffle intérieur. C'est l'espérance qui se conjugue au présent, le désir d'aimer, d'être aimé. La capacité toujours à aller au-delà de soi, le dépassement de soi, le débordement de vie. Et quand nous sommes animés par le courage et la joie, l'avenir, la vie, les lignes, le voyage, les déserts, ne sont plus des inquiétudes, ce sont des attentes. Les rêves ne sont pas de douces compensations, mais de véritables projets engagés de manière inexorable. Donc, quand j'ai appris il y a 2 ans, à l'aube de mes 40e rugissants, qu'il y avait possibilité d'aller courir le continent des continents, le continent sans frontières, le continent de la fraternité réconciliée, l'Antarctique, le paradis blanc, bien sûr que j'y vais, car là il y a une volonté, il y a un chemin. Je ne savais pas comment, ni avec qui, mais j'y vais. Retour sur cette ligne de départ, Antarctique. Dans des conditions dantesques, effroyables, de tempête à moins 55 degrés. Se pose la question, j'y vais ou j'y vais pas. Je franchis cette ligne ou je franchis pas cette ligne, fruit de plus de 2 ans de préparation mentale, physique, financière, archéologique et de rencontres. Qu'est-ce que je fais? Je renonce, car le renoncement c'est la pire des faillites, ou je tente l'aventure. Fort de mon expérience accumulée depuis plus de 10 ans, j'ai développé une ligne d'exploration et de salvation, la ligne ADA. En langue berbère, ADA, ça veut dire se surpasser. ADA, j'en ai fait un acronyme, ADA, audace, discernement, agilité. Que mon degré d'audace dépend de mon niveau de discernement couplé à ma capacité d'agilité comportementale. Audace, capacité de traduire les élans et les intuitions en actions réelles. Discernement, connaître et se connaître dans ses limites et dans ses aptitudes pour pouvoir capter tous les signaux, faibles ou forts, externes ou intérieurs. Agilité, s'adapter à la mobilité du réel, aux contretemps et aux opportunités à chaque instant. Avec la ligne ADA. Je sais que si j'y vais, si je traverse cette ligne de départ de l'Antarctique, ça sera un véritable massacre d'énergie, mais je serai capable de dire stop. Si je n'ai pas la réponse à mes 3 questions. Comment transformer le négatif climatique en positif? Comment transformer la contrainte technique vestimentaire parce que les organisateurs nous ont imposé de changer d'équipement toutes les 2 heures? Je n'ai qu'un seul équipement. Parce que la neige qui s'accumule sur notre équipement va nous empêcher de bouger et on va être paralysé de l'extérieur. Nouveau, les pros ont 8 équipements, j'en ai qu'un seul. Comment je fais?
Comment transformer le renoncement en possible? Mais avec cette ligne ADA, je suis capable de dire stop, d'abandonner. Car l'enjeu pour un ultramarathonien, c'est pas de dépasser ses limites, jamais. Trop dangereux, on est en hors danger, hors limite, c'est la question vitale qui est en jeu. L'enjeu, c'est de découvrir ces limites, les explorer, les découvrir pour y trouver le potentiel insoupçonné que nous avons tous. Donc j'y vais. Véritable massacre d'énergie. Ce n'est plus une course horizontale, c'est une course verticale parce que les pieds s'enfoncent sur plus de 80 cm. Je ne vois rien, visibilité réduite à moins de 50 cm. Surtout quand vous faites de l'ultra, comme dans la vie de tous les jours. Il y a un complot intérieur qui se met en place, l'ego depletion. L'ego depletion est à l'ultramarathonien ce que le burn-out est au salarié, l'effondrement du moi, le lâchage. Qu'est-ce que je suis venu faire là? À quoi ça sert? Face aux mots poison, il faut trouver des mots nectar. Je suis en Antarctique, c'est un rêve. Je cours pour une cause, je cours pour tous les enchanteurs qui croient en moi. J'y vais. Et face à la contrainte technique vestimentaire, la seule solution que j'ai trouvée, unique, ça a été de faire un détour tous les 10 km par la base, le seul endroit qui était chauffé, de me dévêtir, de me mettre à nu, attendre pendant 1h30 que mes vêtements sèchent et repartir au combat. Autrement dit, pendant 8 fois, j'ai basculé de plus 20 degrés à moins 55 degrés. Arrêt total physique pour rebasculer en mouvement, choc thermique, torture physiologique. Il ne peut avoir de grande victoire que s'il y a de grandes probabilités d'échec. Et quand je franchis la ligne d'arrivée, c'est l'extase, c'est l'apothéose, c'est le bonheur. C'est ma Coupe du Monde, c'est mon grand chelem, je deviens champion de moi-même. 22h30 d'effort. Je finis 5e sur 5e et je suis le seul amateur. Conclusion, à l'image de la vie et de l'épaisseur de la durée, être ultramarathonien d'extrême, c'est emprunter le chemin de la volonté intense et de la décision dense. Car pour accomplir de grandes choses, il faut non seulement agir, mais décider. Non seulement décider, mais se préparer. Non seulement se préparer, mais rêver. Non seulement rêver, mais croire en soi. Et vivre, c'est décider. Vivre, c'est franchir des lignes. Vivre, c'est s'affranchir des règles. Vivre, c'est apprécier l'instant présent. Vivre, c'est s'engager dans l'instant et dans l'élan d'une intime conviction. Croire toujours en soi. Pour aller toujours au plus loin, plus haut. Pour cette fin d'année, j'ai décidé d'aller encore un peu plus haut, de franchir une nouvelle étape. Je ne sais pas comment, ni avec qui, mais c'est acté. 20 coureurs triés sur le volet, des professionnels essentiellement et quelques amateurs éclairés dont j'en fais partie, pour parcourir en moins de 8 heures la distance mythique du marathon, 42 km 195, mais le marathon le plus haut du monde, à plus de 5500 mètres d'altitude. Autrement dit, courir en dette d'oxygène, courir en hypoxie. Ça sera une sacrée épreuve, certes, mais c'est dans les épreuves qu'on fait ses preuves. Et savoir franchir les lignes et s'affranchir de l'impossible est une sacrée épreuve en soi. Merci. Merci Malek. Alors il y a deux choses que j'ai oublié de vous dire. La première, c'est que Malek est un conteur. Et la deuxième, c'est qu'il y a un atelier marathon après. Sur les toits. Merci Malek. On va prendre les questions. Moi, je voulais juste bien préciser que ce que Malek a fait en Antarctique, c'est donc une première journée d'un marathon, donc de 42 km, je ne sais plus exactement combien. Non, mais d'abord, combien? 42 km. Donc ça, c'était une journée, ils étaient 50. Et le lendemain, ils étaient 6 pour faire 100 km. Voilà. Juste ça, je rappelle, parce que moi j'ai lu, et alors, ce qui est fou, c'est quand on lit son livre, moi je cours, et je cours 10 km, déjà, bon, par semaine, hein. Mais alors lui, Malek, c'est quand il court 100 km, c'est toutes les 10, ah c'est bon, j'ai 10 de passé, les prochains 10, ça va aller. Donc on n'est pas tout à fait dans la même... Voilà, enfin bref. Qui a une question pour Malek? Merci pour cette belle démonstration de croire en soi. Je voudrais savoir ce que vous définissez par le soi. C'est une question vaste hein, en ce qui concerne le soi. En tout cas, ce que j'ai essayé d'évoquer modestement, la clé réside toujours dans la capacité à croire en soi. Mais croire en soi, ce n'est rien si on n'est pas capable également d'être accompagné
par des enchanteurs. Moi, je parle dans la vie, il y a deux types de personnes. Je suis pas binaire dans ma manière de fonctionner, mais par moments, il y a du bon d'être en binaire. Vous savez, il y a les enchanteurs, ceux qui vont croire en toi, tout le temps. Dès que tu vas dire, moi quand j'avais dit je vais partir en Antarctique, courir à moins 50 degrés, parce que la difficulté de courir à moins 50 degrés, c'est la sudation. Comment j'évacue la sudation? Parce qu'on gèle de l'intérieur. On sue, même à moins 50 degrés. Hein. Et quand j'avais évoqué ça, on m'a dit tout de suite, Malek, t'es fou. À quoi ça sert? Ça sert à rien. J'ai même pas démarré. Déjà, il y a des gens, même des amis, qui vont dire, ça sert à rien. Ce sont des enténébreurs, des docteurs tant pis, qui ont des mots poisons. Face à ces mots poisons, moi, je vais chercher les enchanteurs, ceux qui sont capables de te dire, génial, super, vas-y, je sais pas comment tu vas faire, ceux qui ont des mots nectar, ceux qui ont un comportement prodigue. Et le soi, parce que vous savez, nous sommes des êtres sociaux. C'est important de croire en soi. C'est la première règle de base. Je dis souvent en tant que conteur, commence à être l'ami de toi-même. Tu ne seras plus jamais seul. Je crois que la règle est là. Après seulement, on peut raisonner RAI ou RE avec les autres. Et ça, c'est fondamental. Quand on s'était vu la dernière fois, tu m'avais parlé de ta fille et tu l'as regardé des fleurs. Tu as beaucoup parlé de ton papa. Qu'est-ce que ta fille dirait que tu lui enseignes, que tu lui transmets? Eh ben, c'est plutôt l'inverse. C'est ma fille qui m'apprend aujourd'hui. Alors, j'ai une petite Luciole, pour rien vous cacher, de 4 ans. Vous savez, les enfants, alors bon, je reste un éternel enfant. Chacun de nous sommeille un enfant éternel. Et je crois que l'enjeu, c'est d'aller chercher l'enfant éternel qui sommeille en chacun de nous. Parce que l'enfant a une force, c'est l'émerveillement. Quand je regarde ma petite fille, mais quand je regarde tous les enfants, parce que j'accompagne également des enfants, je suis conteur, donc des fois, à titre bénévole, j'interviens dans les écoles avec cette jeunesse qui est fondamentale. Mais quand je parle de la jeunesse, c'est des enfants de 5 ans jusqu'à 10 ans, 12 ans. Les enfants ont une grande force et on devrait plus les écouter, plus être sensible à leur regard d'émerveillement. Ils ont cette capacité tout le temps à retrouver la fraîcheur du premier regard, à oublier ce qu'ils croient savoir, à se tenir devant les êtres et les choses comme si c'était la première fois. Nous, on a perdu ça, parce qu'on croit savoir. Moi, en tout cas, ce que j'enseigne, et ce que m'enseigne ma petite Luciole, c'est d'être un explorateur assidu de mes 5 sens. L'ultramarathon, c'est que ça. Le corps est en alerte, l'esprit est en alerte. Je suis toujours dans une logique de concentration, dispersion, d'attention, focalisation. Mais être explorateur assidu des 5 sens, ça veut dire quoi? C'est tout simplement réapprendre, rééduquer notre palais à redécouvrir le goût de l'eau jusqu'au point ultime de la soif. On découvre la valeur de l'eau que si le puits est à sec. Ici, on est dans l'abondance. Allez en Afrique, allez dans les déserts, vous allez redécouvrir c'est quoi le goût de l'eau. Une saveur extraordinaire. Redécouvrir, rééduquer notre corps à être sensible à la caresse de l'air et à respirer comme si c'était la première fois. C'est ce qu'il y a de plus beau, sentir l'air. Rééduquer notre regard à s'attarder à voir l'extraordinaire là où il n'y a rien à voir. Les enfants, c'est ça. Des explorateurs assidus des 5 sens. Et la vie, c'est ça. En tout cas, en ce qui me concerne. Une autre question? Oui, moi j'ai une question, c'est pourquoi? Pourquoi toujours, parce que vous affranchissez la ligne, mais systématiquement vous en mettez une nouvelle que vous voulez dépasser. Mais pourquoi toujours vouloir continuer? Parce que, après je ne sais pas si c'est un pourquoi, mais en tout cas la vie est tellement belle. C'est Cocteau qui disait, je crois, il faut vivre comme tout le monde tout en étant comme personne. La clé, c'est la capacité constante toujours de se remettre en cause. J'aurais pu rester dans ma zone de confort. Alors ça va peut-être vous faire sourire quand je dis ma zone de confort, c'est traverser les déserts chauds. Sahara, Namibie, désert du Thar. Parce que la plupart des ultramarathoniens, tu sais, nous sommes à peu près 200 dans le monde à faire ça. Donc on est une petite tribu, très petite tribu. Mais la plupart des ultramarathoniens sont spécialisés dans leur domaine d'expertise, parce qu'on se spécialise. Les déserts chauds, les déserts froids, donc les déserts polaires. La haute altitude, courir en haute altitude. En ce qui me concerne, comme je suis un curieux de nature, j'ai envie d'aller explorer les différents domaines. Et ça me permet surtout, pourquoi courir, pourquoi aller aussi loin? Je l'ai évoqué modestement, je dis souvent que les plus beaux paysages, ce sont les visages. Je rencontre des gens extraordinaires, qui ont des histoires de vie fabuleux, et qui sont là pour te transmettre chaque fois un message. Moi, j'ai toujours appris en contact de ces gens-là, mais j'oublie jamais, que le bout du monde, comme l'Antarctique, et le fond du jardin contiennent la même quantité de merveilles. Tout est question de regard, toujours. Oui,
ton récit m'a rappelé un témoignage que j'avais lu une fois sur des alpinistes de l'Himalaya qui expliquaient toute la préparation qu'ils mettaient en œuvre pour y arriver, que c'était un rêve. De temps en temps ils allaient chercher des sponsors. Enfin, c'était quelque chose de très important. Et ce témoignage, c'était de dire que le courage pour eux était de savoir s'arrêter 100 mètres avant le sommet, là où ils avaient dit à la terre entière qu'ils allaient y arriver, que c'était le plus important, et de temps en temps, 100 mètres avant, on leur dit non, les conditions météorologiques ne sont pas réunies, à vous de choisir, mais etc. Et donc ils disaient le courage, c'est de s'arrêter, et c'est beaucoup plus facile à ce moment-là de continuer, parce qu'on se dit il y a plus que 100 mètres, c'est trop bête, c'est l'effort de 2 ans. Qu'est-ce que tu en penses? Mais ça, c'est la clé, cette capacité à courir ou bien vivre dans la vie de tous les jours, c'est constamment avoir en soi et être en vigilance dans une posture de valeur qui est fondamentale, c'est l'humilité. Quand tu es humble, tu es capable de t'arrêter. Après faire preuve de courage, on dit souvent qu'on est courageux, mais quand on parle de courage, je parle du courage lucide, tout le temps. Et la plus belle, tiens, est-ce que j'ai 5 minutes? Je demande combien de... Parce que sinon, je vous donnerais plutôt la plus belle définition du courage que j'essaye d'entretenir tout le temps et que vous connaissez. On pourrait faire un cours de philosophie sur le courage. Mais la plus belle définition du courage, on va remonter au temps grec. Parce que nous, quand on court, moi, je garde toujours en mémoire cette notion en tête pour pas aller au-delà. Parce que quand vous prenez les sports extrêmes, ceux qui, hélas, décèdent ont décidé de dépasser leurs limites. Quand on dépasse les limites, on bascule de l'autre côté du territoire. On est en danger. Alors que le courage, c'est quoi? Vous savez, le courage, ça vient du mot grec, il y a le mot latin courage-cœur, coré, le cœur. Quand le cœur avance, on n'est plus dans le cérébral, donc on y va, on se pose pas la question. Alors que les Grecs, au temps grec, 5e siècle avant Jésus-Christ, le mot courage, chez eux, ça vient du mot stoa. La stoa, c'est la porte. Et porte, parce que pour le temps grec, être courageux, c'est franchir des portes. Une personne est une porte. Quand je vais ouvrir la porte de cette personne, qu'est-ce que je vais découvrir? J'y vais ou j'y vais pas? Est-ce que je vais me laisser m'émerveiller par l'imprévisible de la personne qui est en face de moi ou non? Et stoa, ça a donné le mot stoïcisme. Le plus gros représentant de l'école stoa, c'est Xénon. Xénon de la stoa. Et juste une parenthèse sur la définition du courage, c'est Xénon qui la donne, qui est extraordinaire. Xénon est dans l'agora. Vous savez, c'était la plate, l'agora. Au temps grec, il n'y a pas de disciple, ça n'existe pas, on parle d'acolyte. Akolytou, c'est-à-dire celui qui est à côté de moi. Vous savez, les Grecs, quand ils raisonnaient, quand ils réfléchissaient, ils parlaient pas de philosophie, hein. Ils parlaient de péripatéticien et péripatéticienne, c'est le terme grec. La philosophie est venue avec le monde arabe, ce qui est complètement différent. Les Grecs ont parlé de péripatéticien et de péripatéticienne. Le péripatéticien, c'est celui qui marche, et à côté de lui, les acolytes, ils sont pas derrière. On est sur un sujet d'égalité, et on parle et on réfléchit ensemble. En marchant, on est capable de réfléchir. Donc, ce sont des péripatéticiens, péripatétos. Le terme a complètement changé de signification aujourd'hui. C'est une autre histoire. On a peut-être gardé la marche, et encore, allez savoir. Et encore, allez savoir. Bref, donc il marche. Donc Zénon est dans l'agora avec ses acolytes, et arrive Socrate. Socrate est mis en scène toujours par Platon, dans le Timée ou dans la République. Socrate est un questionneur, parce que pour lui, les questions rassemblent, les réponses divisent. Donc j'ai pas de réponse à apporter souvent, j'ai que des questions. Mais au moins Socrate pose la question à Xénon en lui disant, dis-moi Xénon, quelle est la valeur la plus importante, la valeur fondamentale qui permet à tout homme, à tout dirigeant, à tout gouvernant, de bien diriger la police au sens grec, la cité. Et Xénon répond, Socrate, la seule valeur qui permet à tout à chacun de bien diriger sa vie et de bien diriger le gouvernement des hommes, c'est le courage. C'est la seule valeur. Mais, dit Xénon, quand je te dis courage, faut qu'il y ait 2 qualités intrinsèques à cette notion de courage. Le courage est une alchimie composée de lucidité d'une part et de volonté d'autre part. Il faut qu'il y ait les deux. S'il n'y a pas les deux, alerte. Parce que si ton courage, il n'y a que de la volonté et il n'y a pas de lucidité, dans ce cas-là, c'est plus du courage, ça s'appelle de la témérité. Et quand tu es téméraire, tu franchis la ligne rouge. Et si ton courage, il n'y a que de la lucidité et il n'y a pas de volonté, ton courage est vide. Aucun impact sur la société. Il faut qu'il y ait les deux. Et Socrate alors dit à Xénon, mais dis-moi alors Xénon, est-ce que l'être humain est capable d'avoir les deux, lucidité et volonté dans ses actions courageuses? Et Xénon regarde Socrate en lui disant, tu sais Socrate, dans la vie il y aura toujours 2 types de situations. Premier cas de figure, où tu pourras réellement agir, faire les choses, avoir un véritable impact. Dans ce cas-là, que la lucidité pilote ton courage, tout en gardant que la volonté pilote ton courage, tout en gardant une part de lucidité pour ne pas t'égarer. Et deuxième cas de figure,
il y aura des situations où tu pourras rien faire. Dans ce cas-là, que la lucidité pilote ton courage tout en gardant une part de volonté pour ne pas perdre courage, pour ne pas perdre espoir. Donc, dit Xénon, l'être humain accompli, c'est celui qui a la volonté de changer ce qui peut changer, la lucidité d'accepter ce qui ne peut pas changer et la sagesse d'en faire la différence. Et l'ultra, c'est ça. Une dernière question rapide. Qui a encore une petite question? Oui. Attends. Merci. Vous avez parlé à un moment de est-ce que je renonce, est-ce que j'y vais? Il y a sans doute un tout petit point de bascule. Comment est-ce qu'on le reconnaît? Est-ce que c'est un truc physique? Est-ce que c'est un truc qui... Quoi? Il y a un peu de tout ça, hein. Et moi je crois beaucoup en la force de l'intuition. On est trop dans du rationnel, dans nos sociétés modernes, et il est bon par moments de laisser cette mélodie intérieure qui te dit « essaye, va », mais ne jamais dépasser toujours la limite. Et cette mélodie-là, c'est le cœur qui parle. Et le cœur est ton ami pour toujours, parce que le cœur, tu peux pas l'enlever, il est là, il est au fond de toi-même. Trop souvent, on n'ose pas écouter cette mélodie intérieure qui vous donne cette capacité à franchir les lignes les plus extraordinaires qui soient. Et l'audace, ça fait les reines, ou les rois, ça dépend, peu importe. Et l'audace permet de se dépasser. Donc c'est, à un moment donné, je suis toujours cette intuition, mais en étant toujours en alerte et en vigilance d'inconfort. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'elle peut à la fois dire cette intuition, vas-y, comme vous le dites, avec toi, parce que sinon tu vas mourir. Bien sûr, tout le temps. C'est la clé. La clé, elle est là. Autrement dit, cette capacité à abandonner. L'abandon, j'ai souvent, c'est une superbe expérience. Au moins, on a essayé. La pire des faillites, c'est le renoncement. Ceux qui n'essayent même pas, on n'a même pas démarré, on n'a rien fait, on renonce. Beaucoup renoncent dans leurs projets, dans leurs rêves, dans leur envie. Alors que abandonner, c'est extraordinaire. C'est une expérience. Après, l'enjeu, c'est de rater. C'est pas grave si on rate. Le but, c'est de rater mieux la prochaine fois. Ça reste toujours une belle expérience. Et après, le succès, vous savez, c'est ce que disait Churchill. Hein. C'est la capacité toujours d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Et la vie, c'est ça aussi.